Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Supio, pour cette invitation qui me permet de partager quelques observations sur le droit chinois face aux crises globales d'irresponsabilité. Comment le droit chinois pensait à la solution, à la réaction locale du droit chinois. En ce qui concerne l'environnement et l'écologie, la Constitution chinoise déjà pose le principe selon lequel l'État protège et améliore l'environnement et l'écologie, prévenir la pollution. Ce principe met l'État au premier rang des différents acteurs dotés du pouvoir et de la même responsabilité en matière d'environnement et d'écologie. Il s'ensuit que l'effet réel de ce principe dépend de la puissance et de l'autorité des gouvernements centraux et locaux qui représentent l'État dans la mise en œuvre du principe constitutionnel. Et depuis beaucoup de temps, elle, sous la pression, ressentit des pollutions, des atteintes aggravées dans tous les domaines. J'oserais dire il y a une généralisation des crises environnementales et écologiques en Chine, dans les domaines eau, air, terre, ainsi que biodiversité. Les autorités centrales et locales sont amenées à répondre aux crises en introduisant de la nouvelle orientation politique qui se caractérise à travers les mesures législatives, réglementaires et d'application. D'où l'avènement d'un contexte de la consolidation du droit de l'environnement dans lequel s'inscrit le renforcement de la responsabilité qui résulte d'une part de l'élaboration des normes et d'autre part du déploiement des actions de responsabilité. Et ce matin, M. Jérôme Bougon a bien rappelé l'histoire du droit chinois en tenant compte le concept de responsabilité à la propriété. Et dans sa conclusion, je me sens qu'il a bien fait l'allusion entre la prise de marché et peut-être la crise générale de l'environnement et écologie. Mon présentation ne va pas entrer dans ce domaine pour chercher la causalité entre le marché ou l'économie de marché déjà érigée comme un principe constitutionnel et l'état actuel des crises environnementales et écologiques. Mais je pense que sur le plan de l'évolution normative et les activités de mettre en œuvre du droit, l'emprise de marché est déjà soumise à certaines contraintes ou régulations. Donc, ma présentation sur l'état actuel de l'évolution du droit chinois peut être conçue comme les mesures ou les politiques qui, comment dirais-je, modifient ou encadrent l'emprise des jeux de marché. D'abord, je vais expliquer l'élaboration des normes de la responsabilité. Cette élaboration des normes se caractérise par le durcissement de la responsabilité pour les atteintes causées à l'environnement et à l'écologie qui se réalisent d'abord par la loi pénale qui incrimine les actes de pollution avec les peines assez lourdes. Donc, l'approche en matière de mettre en avant la responsabilité criminelle réactualise la fonction traditionnelle du droit pénal à laquelle recourt l'État chinois dans la poursuite des buts du contrôle social. C'est-à-dire, même si le contrôle social ne change pas, mais la finalité peut tourner vers l'environnement et l'écologie. L'importance de l'instrument de droit pénal devient d'autant plus évidente que la loi sur la protection de l'environnement a été modifiée très récemment par la suite, baptisant donc le fondement juridique des responsabilités relatives à l'environnement et à l'écologie.
Ensuite, les discussions doctrinales sur l'éthique environnementale qui accompagnent la modification des lois cherchent à démontrer les perspectives culturelles et morales de la responsabilité de l'homme envers l'environnement et l'écologie. Ceci vous prend la voie pour une compréhension métaphysique de la responsabilité. D'abord, je vais expliquer la responsabilité criminelle des atteintes à l'environnement. La loi pénale, révisée en 1997, consacre la section 6 du chapitre 6 de la partie des dispositions spéciales à l'incrimination des actes portant atteinte à l'environnement et à les ressources naturelles. Cette section du droit pénal, de la loi pénale, comporte 9 articles qui distinguent et punissent déjà 14 infractions qui relèvent de l'environnement et de l'écologie. Mais un trait commun des infractions sanctionnées réside au fait que la gravité des préjudices réels causés à l'environnement ou à la ressource naturelle est l'un des éléments constitutifs des infractions. C'est-à-dire, une fois les atteintes dépassent un certain seuil de gravité, dans ce cas, les infractions se constituent. Sinon, il n'y a pas d'infraction criminelle, mais plutôt sanctions administratives ou sanctions en matière de droit civil. En bref, si la gravité des préjudices ne dépasse pas certain seuil, les actes en cause ne sont plus incriminés et punis par la loi pénale. On a déjà observé que la loi pénale ne prévoit pas la responsabilité pénale est là à l'égard du préjudice écologique, puisqu'il incrimine, la loi sanctionne seulement les atteintes à l'environnement, mais elle n'évoque pas l'atteinte à l'écologie, ni la sanction des menaces sérieuses à l'environnement ou à l'écologie. Donc, la loi 1997 est bien limitée en ce qui concerne la sanction pénale pour les atteintes à l'environnement et surtout à l'écologie. Par conséquent, le rôle du droit pénal dans la prévention des atteintes environnementales et écologiques est mis en question depuis certain temps. Et faisant écho aux critiques sur l'efficacité des infractions pénales, en 2011, c'est-à-dire 4 ans avant, la loi pénale 1997 a été amendée. Il y a le 8e amendement qui comporte plusieurs modifications d'importance à certaines infractions déjà évoquées par la section 6, chapitre 6 de la loi pénale. Il s'agit d'abord de l'article 338. L'article 338 qui auparavant sanctionne l'accident grave de la pollution environnementale. Puisqu'avant la modification, l'article 338 sanctionne la pollution, mais à condition qu'elle cause des préjudices graves aux biens publics ou privés, ou à la santé, ou à la mort des personnes physiques. Mais après la modification, cet élément constitutif de préjudice grave au bien ou à la personne est éliminé, est remplacé par la formule très générale de pollution grave à l'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de qualification tellement précise, mais une formule générale de pollution grave à l'environnement. Ce changement implique l'élargissement de l'étendue d'application de l'infraction, donnant aux instances juridictionnelles la marge d'appréciation qui peut faciliter l'abaissement du seuil d'incrimination. Je vais encore expliquer, l'année dernière, il y a déjà la Cour suprême a adopté un avis d'interprétation de cet amendement qui précise les situations concrètes d'incrimination auquel applicable l'article 338. Donc, cette modification a bien dans l'objectif d'élargir
l'incrimination d'évolution, en supprimant les seuils aussi élevés auparavant. Une autre modification relève de l'article 343. L'article 343, alinéa première, qui sanctionne l'exploitation illégale des mines. Pareil, avant d'être modifié, l'article 343 exigeait l'atteinte grave à la ressource minière comme l'élément constitutif de l'infraction. Mais après la modification, l'infraction est commise si la situation est assez grave, c'est-à-dire les juges sont également conférés une large marge d'appréciation en ce qui concerne le seuil d'incrimination qui porte atteinte à la ressource minière. Donc, c'est la modification à la loi pénale 1997, datée 2011, et peu de temps après, la loi sur la protection de l'environnement qui a été adoptée en 1949 a été modifiée, c'est-à-dire l'année dernière, 2014. Je vais dire qu'il s'agit d'une nouvelle loi de la protection de l'environnement, puisque de nombreux articles sont modifiés. Si on compare la loi 1949 et la nouvelle loi 2014, il y a un grand changement. Après la modification de la loi, l'une des grands axes des modifications est de soumettre les gouvernements de différents échelons aux responsabilités de supervision et d'administration dans la protection de l'environnement. C'est-à-dire, il s'agit d'être, peut-on dire, un durcissement des responsabilités des autorités publiques. C'est-à-dire, avant la modification, il y a peu de précision sur la responsabilité, le devoir, les obligations des différentes agences gouvernementales, mais après la modification de 2014, les responsabilités, les devoirs des autorités publiques sont beaucoup plus précisés. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail sur ces responsabilités ou obligations des autorités publiques. Mais après raconter l'avancement plutôt positif de cet aspect normatif, je vais expliquer une autre dimension du droit chinois dont mon collègue Jérôme Bougon a beaucoup expliqué. Parfois, il y a un discours sur le droit chinois très critique, puisque la loi chinoise a été élaborée juste pour ne pas respecter. Donc, l'effectivité réelle de ces dispositions législatives sont réelles ou pas. Là, il y a quelques phénomènes un peu, comment dirais-je, encourageants, puisque d'abord, ce sont les juges locaux sont davantage stimulés à appliquer les dispositions législatives. Il y a plusieurs opérations. D'abord, j'ai déjà évoqué l'adoption de l'avis d'interprétation judiciaire par la Cour suprême qui donne les précisions sur comment l'appliquer, la nouvelle loi pénale ou la nouvelle loi sur la protection de l'environnement. Après, une autre opération, c'est la publication des cas typiques, c'est-à-dire la Cour publie de temps en temps les jugements en vigueur qui concernent la protection de l'environnement, qui jouent un rôle très symbolique aux juges locaux pour encourager les tribunaux locaux à appliquer la loi pénale et la loi sur la protection environnementale. Troisième opération, c'est la publication qu'on dit guiding cases en anglais. C'est à peu près comme la jurisprudence en droit français, mais qui n'ont pas le statut tellement élevé comme en droit français. Mais il y a quelques jours, il y a un autre avancement, puisque la Cour suprême exige les juges locaux inférieurs, dans leur raisonnement juridique ou dans leur argument dans des arrêts ou des décisions judiciaires, ils doivent préciser les cas typiques, c'est-à-dire les guiding cases. Si
les normes comprises dans ces jurisprudences sont pareilles ou identiques aux cas traités par les juges locaux. Donc ça a élevé, comment dirais-je, le statut des cas typiques. Et finalement, je vais aussi évoquer non seulement le juge comme un acteur qui prend l'initiative dans l'application du droit chinois, mais aussi un tout neuf phénomène, c'est la prolifération des organisations non gouvernementales qui jouent de plus en plus un rôle présent dans l'application du droit chinois. En 2012, la loi de procédure civile a été modifiée qui permet, disons, l'action d'intérêt public, à peu près comme le class action aux États-Unis, mais il y a quand même des différences majeures. Je ne vais pas expliquer en détail, mais quand même, les organisations non gouvernementales ont permis à évoquer un litige contre les pollueurs au nom d'intérêt public. D'ici, il y a déjà 2 ans, après la modification de la loi de procédure civile en 2012, ensuite, la nouvelle loi sur la protection de l'environnement 2014 réaffirme l'action d'intérêt public intentée par les organisations non gouvernementales. Hier ou avant-hier, j'ai lu la presse chinoise qui évoque le premier cas de litige d'intérêt général a été clôturé par la médiation entre l'organisation non gouvernementale locale et le pollueur, par une médiation. Ensuite, hier, j'ai lu à la presse, il y a une autre affaire évoquée par une organisation locale non gouvernementale contre l'entreprise pétrolière China Petrol dans la province de Liaoning, dont le montant en cause est très élevé, à peu près 450 millions yuan. Donc ça présente une affaire aussi importante. Donc le temps qui me confie presque fini, je ne vais pas conclure, mais j'ai beaucoup de prudence de dire la conclusion, puisque j'ai la conviction si face aux crises générales d'irresponsabilité, il y a une conclusion ou pas. Mais je pense qu'il y a une crise commune qui s'incarne au changement climatique, pollution, etc., etc. On a besoin d'un droit commun. S'il ne s'agit pas d'un droit global, mais quand même, on peut imaginer un droit commun qui permet les solutions locales à faire contribution à la réponse commune à la crise d'irresponsabilité. Donc, face à cette crise commune, l'interdépendance devient de plus en plus évidente. Les États ne sauront plus, comment dirais-je, s'appuyer sur leur propre position pour critiquer les autres, mais plutôt faire la synergie des efforts. Donc peut-être il faut conclure par une proposition de droit international solidaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un droit solidaire étatique, mais un droit international solidaire qui se caractérise par un processus, mais un processus non pas nécessairement d'harmonie, mais plutôt un combat, une lutte pour réaliser cet objectif de solidarité sur le plan international. Merci beaucoup. Merci.